Bonjour à tous et toutes. Je suis Marie-Julie Chalut, fondatrice de la plateforme Afropéa. Et pour le sixième entretien de la plateforme, je reçois Pamela Oeneniako, qui est fondatrice du projet Afrolite, dont tu vas nous parler lors de l'interview. Et tu es basée en Suisse, près de Genève, et tu es également doctorante. Ta recherche se porte sur les circulations transnationales et les mobilisations des femmes noires d'Europe entre 1970 et 1990. Mais on va pouvoir détailler plus tard aussi. J'aimerais bien avoir plus de détails sur la recherche. Et bah, pour commencer, déjà, je voulais savoir comment tu te sens, parce que c'est une période particulière, et donc comment tu t'adaptes et comment tu te sens avant tout, pour commencer. Déjà, merci Marie-Julie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir quand on voit des plateformes comme ça en ligne et tout, du coup d'interagir. Donc bravo aussi hein, pour ton projet. Écoute, moi je me sens bien. C'est dans la continuité de l'année passée. Enfin, je veux dire, on est aussi dans un espèce de... Alors, on n'a pas, comme en France, un couvre-feu, mais voilà, il y a des commerces qui sont fermés, les restos sont fermés, la culture est condamnée, les cas sont ce qu'ils sont. Enfin, j'imagine que le personnel médical et toutes les personnes qui sont affectées par la crise vivent des moments chauds, mais à titre personnel, moi, franchement, ça va, quoi. Enfin, ça va dans le sens que j'ai accepté qu'on était dans une société qui est en train de changer, c'est en train de changer d'une manière enfin, pour laquelle on a peu de contrôle, et puis là, c'est go with the flow, et voilà, quoi. Ouais. Et en même temps, voilà, pour des personnes suivant qui ce qui était la norme avant n'était pas non plus quelque chose qui nous correspondait, tu vois. Donc, je me dis, bon, le changement, s'il venait en douceur, ça se saurait. Mmh. Là, ça vient un peu de manière chaotique, mais je crois que ça, c'est dans le désordre, mais je crois que ça a aussi permis beaucoup de choses de se produire avec la colère, en fait. La colère, ça suffit, et voilà, la créativité qui est sortie de là, et la créativité maintenant en tout sens. Hein. C'est de la créativité politique, c'est le fait de descendre, c'est le fait de produire, c'est le fait de repenser les choses C'est ça. et de s'imaginer d'autres possibles. Ouais. Et je pense que Mmh. c'est dommage qu'il faille en arriver à là, mais si l'être humain était simple et qu'on apprenait de la manière douce, ça saurait. Ben oui, comme tu dis, le changement, si ça se faisait en douceur, ça se saurait. Et avec Afrolite, en fait, comment tu as développé tes projets avec Afrolite? Tu les fais en ligne, tes événements? Comment tu as pu euh, continuer le projet durant cette Ouais. Ouais, alors il y a certaines rencontres. Alors c'est dommage parce que justement l'idée c'était plutôt de. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid et le confinement, etc., ça a plutôt renforcé des idées de partenariat avec des nouveaux lieux. Donc il y a eu quand même la possibilité de faire une rencontre juste quand ça a réouvert en fait, donc en septembre. Avec les partenaires à Lausanne, c'est Cospire, et à Genève, c'est Voilà Boutique. Donc ça, c'était chouette, c'était des belles opportunités, et puis voilà, de quand même se revoir en présentiel. Mais sinon, ouais, les rencontres, elles ont eu lieu en ligne, et voilà, quoi. Ouais. Parce que on va quand même parler avant du projet pour après comprendre, parce que l'intérêt en fait de se rencontrer dans ton projet, parce que c'est les rencontres autour de la littérature, les littératures noires. Et est-ce que tu peux me rappeler en quoi consiste ton projet déjà? Ouais. Alors, il est en cours d'être repensé. Donc, de base, c'est une plateforme que j'ai fondée. Et en fait, c'est plutôt une entreprise culturelle où il y a des éléments qui viennent de mon activité militante. Je faisais partie du collectif Afro-Suisse jusqu'à début de l'année passée. Donc, c'est clair qu'il y a une pratique, il y a des manières de faire que j'ai apprises à travers cette expérience-là et d'autres. Et voilà, donc les activités sont principalement jusqu'à présent des cercles littéraires, en fait, on peut dire ça comme ça, à savoir j'annonce un livre à l'avance, et puis en principe les gens l'ont lu, et puis ensuite on le discute collectivement. Jusqu'à présent, la raison pour laquelle je dis qu'il y a une pratique aussi un peu liée à l'associatif, au militantisme, c'est parce que ces échanges ont vocation justement de discuter de manière critique,
de les utiliser pour être à la fois dans l'introspection, mais aussi penser et repenser ce qui nous entoure. C'est aussi des rencontres qui sont gratuites, etc. Donc, mais Afrolite a quand même été pensé de manière différente, justement parce qu'étant donné qu'au moment où je l'ai fondé, je venais tout juste de rejoindre tout ce qui est de l'ordre collectif, etc. Pour moi. Et puis aussi, ça faisait quelques années que j'avais travaillé en communication dans le domaine privé. Là, j'avais repris des études en master. Donc, il y avait un peu ce côté communication privée, créativité qui me manquait. Donc, quand j'ai créé Afrolite, c'était plutôt dans une perspective, c'est pas de je savais pas ce que c'était, je savais pas ce que ce serait, mais j'étais là, c'est pas de l'associatif, mais c'est pas non plus du corporate, voilà. Donc, donc voilà. Donc en fait, c'est une plateforme littéraire. Ouais. Dont le but principal, c'est, alors indirectement, il y a de la promotion littéraire, mais c'est surtout en fait de partir du postulat que la littérature, quand on la laisse agir sur nous, quand on se laisse vraiment imprégner par ce qu'elle a à nous dire, peut nous servir à la fois de thérapie pour nous-mêmes, mais ou d'introspection, comme je l'ai dit avant, de réflexion, oui. Et puis aussi dans quelque chose de collectif. Donc, il y a toujours les deux. Il y a le fait de lire en principe pour soi-même, mais après, il y a aussi la discussion qui vient avec. Là, et puis, donc, il y a aussi des événements qui ont eu lieu depuis le début. Donc là, c'est plutôt des événements qui sont de l'ordre de la lecture publique, avec de la musique, avec de la discussion, avec de la transmission. L'élément de la transmission est hyper important pour moi. Et puis, il y avait un blog. Alors, franchement, je pense que c'est vraiment... Là, j'arrive juste pas à nourrir le blog, mais ça fait des années. Et puis, surtout, il y a de l'audiovisuel. Donc, il y a 2 séries web qui sont en ligne. Il y a la série The Afrolit Web Series que j'avais tournée au Ghana en 2017, je crois. 16 ou 17, je ne me rappelle plus. Et puis, il y a la série Afrolit Cooks. Donc, The Afrolit Web Series, c'est le principe de j'ai proposé un livre, je suis partie à la rencontre de personnes où je me disais que ça pourrait être en écho avec leurs activités, avec ce qu'elles proposent elles-mêmes, et puis avoir un peu ce dialogue panafricain entre voilà, une littérature qui va venir d'un autre contexte et puis des personnes à Accra qui vont mettre ça en écho avec leur réalité, comment ça résonne ou pas dans le contexte d'Accra au Ghana. Donc ça, c'était de Afrolit Web Series. Et puis Afrolit Cooks, ça a été fait l'année passée. C'est un projet COVID. Quand tu te retrouves à cuisiner chez toi. C'est adapté, quoi. Voilà. Et puis du coup, j'étais OK, je postais des images de ce que je préparais et tout. Puis les gens ils disaient ouais non franchement tu devrais trop faire des trucs et tout ça. Et puis j'étais OK, vu que j'ai une structure, moi j'essaye maintenant un peu de tout mettre sous les mêmes structures, arrêter de multiplier les projets. J'étais je vais allier ça avec Afrolite. Et puis du coup l'idée c'est que je prends des livres qui soit sont des livres de recettes ou des livres qui parlent de nourriture, écrits toujours par des personnes afrodescendantes noires. Et ensuite, je reproduis la recette dans ma cuisine. Mais d'ailleurs, la cuisine est politique. Hein. Je crois que j'ai lu je ne sais pas si tu connais The Funambulist, qui est une revue super intéressante. Et il y avait un numéro qui s'appelait The Politics of Food. Et pourquoi on mange telle nourriture. Et ça a une histoire coloniale. Donc, c'est super intéressant. Et féministe, tu vois, ça veut dire quoi? Il y a un des livres, justement, ça veut dire quoi quand tu es une femme, t'aimes cuisiner et tu es dans l'espace de la cuisine, tu vois? Qu'est-ce qui est en jeu? Comment est-ce que la cuisine en tant qu'espace aussi a perdu en valeur et est devenue un peu le domaine restreint de chaque femme devrait se trouver là-dedans, et puis en se trouvant là-dedans, du coup, elle ne peut pas se trouver dans d'autres espaces. Et moi, je dis, mais en fait, moi, c'est mon laboratoire, ma cuisine, quoi. J'adore ça. Donc voilà. Donc ça, c'est les projets. Là, les choses sont un peu en train d'être configurées parce que je suis en train de penser aussi à, étant donné que maintenant il y a beaucoup ce online, je suis en train de penser à peut-être des activités qui pourraient se produire du coup en ligne, parce que alors il y a des désavantages avec le online, mais ce qui est intéressant c'est que ça permet justement de créer des réseaux qui transcendent en fait les frontières nationales. Donc voilà, je suis un peu en train de repenser 2-3 choses. Donc il y a peut-être certaines activités qui vont s'arrêter ou prendre une autre forme, et puis d'autres qui vont se renforcer. Donc, c'est en cours c'est en mode vision board. Ouais. Un peu les...
Du coup, l'idée d'Afrolyte t'est venue par rapport, tu m'as dit, à ton parcours, je crois, il te manquait quelque chose. C'est comment t'est venue l'idée de ce projet-là? C'est par rapport Ouais. à, tu m'as dit, à un manque que tu avais, je crois. Ouais, alors Voilà. c'est venu en plusieurs temps, mais si j'écourte, c'est que, bon, moi, la littérature noire, ça a vraiment été thérapeutique pour moi. C'était en termes de référence, c'est comme ça que j'ai pu, en partie avec la musique aussi, que j'ai pu, après enfin, ce qu'on va appeler une crise de guérison, mais vraiment où j'étais en ambulatoire, sous Tranxilium, etc., au niveau santé mentale, c'était vraiment Mm. et puis du coup, voilà, moi j'avais besoin de me reconstruire, de trouver des textes qui me parlent Mm. dans un... Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été très black culture et aussi très culture afro, etc. et tout, mais c'était pas assez pour me penser dans l'espace suisse et européen en fait. Ouais. C'était ok pour, voilà, il y avait le côté afro-américain, il y avait le côté ghanéen, il y avait le côté panafricain, mais ça permettait pas en fait que je fasse sens de mon expérience en tant que Pamela en Suisse, quoi. Mm. Et ça ajouté à des violences sexistes et puis vraiment un peu ce truc où tu t'engouffres dans vas-y, je suis forte, je peux y arriver par le travail, j'y Exactement. arriverai. Oui, oui, oui. Non, c'est nope. Euh, Donc, donc voilà, c'était un peu hardcore comme on dit, hein, le changement. Si ça se faisait en douceur, ça saurait. Voilà. Voilà. Donc voilà, et ça disons, pour me créer une fondation solide, parce que voilà, l'extérieur sera toujours mouvant, les possibilités que ça change, voilà, tu peux pas dépendre de ça. Donc pour moi, c'était important vraiment de construire ce fondement solide. Donc la littérature noire a énormément participé à ça. Et ça, c'était en 2012. Et donc après 2012, en fait, ben voilà, je lisais. Et puis en 2016, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est que, je commence à m'impliquer dans tout ce qui est activisme au niveau suisse, donc en rejoignant le collectif Afro-Suisse. Je commence aussi à être sensibilisée à tout ce qui est approche, théorie postcoloniale vis-à-vis de Post-it, qui avait été cofondé par Noémie Michel, puis donc c'est un réseau qui à l'époque vraiment c'était voilà le réseau qui abordait ces questions-là. Donc je me familiarise avec cette théorie-là et mon voyage au Ghana en 2016. Donc Afrolyte a été fondée en 2016. Donc en fait j'annonce la première rencontre c'était mai 2016. Je pars cet été 2016, je fais la Black Summer School, Black Europe Summer School à Amsterdam. Donc Ah de oui. nouveau cet ancrage dans le contexte afro-européen, etc. et tout, où je rencontre d'autres Noirs d'Europe. Après aussi tous les clashs avec les Afro-Américains, parce que c'est un programme qui est très pris par les Afro-Américains. Et puis, donc je fais Amsterdam 2 semaines et je pars 2 mois et demi ensuite au Ghana. Et puis, c'était après, tu vois, j'étais plus dans ce truc de tu vas au bled parce que tu es quelqu'un de la diaspora qui sait pas enfin, qui est à la quête de ses racines et qui essaie de s'accrocher, puis en fait, ça va pas, tu vois. C'était vraiment, ok, je sais qui je suis quelqu'un de la diaspora, je suis une femme noire métisse de Suisse. Je vais au Ghana parce que j'ai envie d'être à la rencontre des personnes qui sont là-bas et comment est-ce qu'en fait on peut échanger sur des thématiques qui peuvent être on a des intérêts communs, à savoir qu'on s'intéresse pour tout ce qui est de l'ordre changement sociétal, l'art, la culture, mais à nos différentes manières et selon nos différentes réalités. Et du coup, c'était la première fois, c'était de loin pas mon premier voyage au Ghana, mais c'était la première fois que j'étais en mode solo, je vais au Ghana, je vais à la rencontre de personnes avec lesquelles je peux vibrer, quoi. Et du coup, là, j'étais bluffée. Et puis surtout, ce qui s'est passé au Ghana, c'était que par rapport à mon contexte suisse, j'étais vraiment entrée en contact avec des personnes qui étaient en mode genre, mais en fait, on croit en ce qu'on fait, on se prend au sérieux
Et vu qu'il n'y a pas le soutien de l'État, etc., et tout, on ne va pas attendre que l'État, que je ne sais pas quoi, etc., pour se prendre au sérieux, pour faire, et puis pour demander notre dû par rapport à ça, quoi. Et ce côté très futuriste, entrepreneurial, get shit done, franchement, ça m'a vraiment donné en fait ce drive qui ensuite a fait que Afrolyte, qui d'abord était censé être juste une rencontre informelle, on va parler de Léonore Amiano, est devenu, alors après, il y a aussi eu, après la première rencontre, du coup, en septembre 2016, il y a aussi, j'ai vu que ça avait de l'écho local, que les gens, ils étaient preneurs, et j'ai dit, OK, et puis, donc, du coup, début 2017, c'est devenu une plateforme avec différents types d'activités. Et après, le challenge, c'est que c'est pas une activité que je mène, c'est une activité où je suis seule, mais en collaboration avec des professionnels, étant donné que je suis dans un groupe professionnel. Et puis, c'est pas une activité, c'est pas ma seule activité, étant donné que je suis assistante doctorante. C'est ça mon principal métier. Ouais, t'es chercheuse à la base. Exactement, ouais. Donc, j'étais étudiante au tout début d'Afrolyte, et puis ensuite, je suis devenue assistante doctorante, ouais. Et puis, je ne me voyais absolument pas lâcher le projet. Donc voilà, Afrolyte a toujours été un peu en parallèle, et du coup, a aussi, à la fois, a été enrichi par le fait que je fasse mes activités de chercheuse, mais voilà, c'est dès le moment que c'est une structure que je mène solo en side gig, voilà, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas. Ouais, c'est sûr. Et aussi plein de choses que peut-être que si j'avais été raisonnable, j'aurais pas dû faire, que je les ai fait et je suis trop contente. Et pourquoi dire littérature noire, ça a un sens pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire la littérature noire? Ouais, en fait, c'était juste simplement pour dire qu'en fait, c'est des auteurs noirs. Et puis pour moi, en fait, le qualificatif africain, ça renvoie à un contexte particulier qui est celui du continent africain, avec la multiplicité des États-nations, des cultures, des différents groupes sociaux qui y sont. Donc, c'était pas, pour moi, quand je dis le qualificatif, par exemple, littérature africaine, il fait pas sens pour moi quand on parle d'une littérature des diasporas. Typiquement, littérature caribéenne, afro-américaine. Pas qu'ils sont, enfin, s'ils veulent s'appeler afro, c'est libre à eux, mais pour moi, africain, ça renvoie au continent, afro-américain, ça renvoie aux États-Unis, afro-européen, voilà. Donc, africain, c'était pas OK, enfin, ça résonnait pas, et puis surtout, ça reproduisait. Et ça, en France, je sais que vous avez, enfin, j'ai assez entendu pour savoir que vous avez un peu cette même problématique, et c'est une problématique européenne, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise africain pour renvoyer à l'extérieur, et puis pour surtout mettre sous silence en fait des productions qui parlent des espaces européens. Alors, afro-américain, c'est toléré, mais européen, Oui. peut être né ici, écrire ici, on va dire littérature africaine, tu vois, ça veut rien dire. Donc pour moi, littérature noire, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que c'est simplement des auteurs noirs. Après, noirs, eux, peut-être qu'ils se disent pas noirs. J'inclus les métis, light skin, alors toutes les nuances de noir possibles. Et puis, ça ne suggère pas non plus une esthétique noire. Après, il y a des éléments culturels qui peuvent ressortir. Mais bon, après, dans littérature noire, la pluralité des cultures, des langues, etc. Enfin, voilà. Donc oui, il y a des esthétiques afro, il y a des thématiques récurrentes, mais voilà, c'est juste pour dire, bon, c'est un angle d'approche, c'est la littérature produite par des personnes noires. Voilà. Et toi, ces littératures noires, tu as dit plutôt que ça a eu un effet thérapeutique pour toi. Et, et est-ce que ça t'a apporté aussi un éveil politique ou ça a accompagné cet éveil politique? Totalement. Pour moi, les deux, ils vont de pair, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas m'engager. En fait, c'est à titre personnel, c'est en me guérissant moi-même que j'avais les outils ensuite pour intervenir politiquement. Je ne peux pas faire du politique, entrer dans la société si moi-même je suis une épave en fait. Donc le fait que je puisse travailler sur moi-même, et c'est toujours un dialogue, hein, il y a toujours ce va-et-vient entre l'extérieur, comment est-ce que nos vécus et nos situations sont politiques, mais quand même faire la part des choses en se disant bon il faut aussi faire ce travail. Je suis vachement développement personnel,
Donc voilà, faire ce travail sur moi-même et puis quand je capte les choses, ensuite m'inspirer des écrits. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt une littérature qui m'a montré que mes expériences n'étaient pas des expériences que je vivais solo dans mon coin en isolement, mais qu'en fait, il y avait justement une dimension politique, il y avait une dimension collective. Et de là aussi, la pertinence d'en faire des discussions à plusieurs. Après, Afrolyte, ce qui était aussi important pour moi, c'est que ce n'est pas des discussions en non mixte. Et je crois totalement à la nécessité de la non-mixité, mais je voulais, c'était un parti pris, et je disais, mais en fait, c'est possible d'avoir des discussions radicales en étant en mixité. Si tu poses les conditions, alors dans le contexte que j'ai, la France, voilà, des fois ça part. Mais pour moi, j'étais là, mais j'ai pas juste envie qu'on soit entre noirs pour dire ce qui nous concerne. Et puis dès qu'il y a une personne blanche, maintenant on va faire. Non, c'est que c'est limite les personnes blanches qui vont s'adapter et voilà. D'accord. Et c'est ce qui se passe lors de tes rencontres. En tout cas, ça arrive à avoir un échange lors des rencontres Afrolyte. Alors, tu peux juste répéter la question, pas ça couper. Oui, oui. Les rencontres Afrolyte se passent dans un échange paisible sur ces questions-là, selon les. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça met plus de. Alors qu'elles sont ouvertes à tout le monde, c'est plutôt des personnes, en fait, qui se sentent légitimes de prendre la parole, de voilà, se sentir que voilà, c'est un espace pour nous. C'est plutôt des personnes afrodescendantes. Et pour les personnes blanches, j'ai eu des échos où elles étaient là, mais c'est super comme projet et je suis hyper contente d'avoir pu participer à une des rencontres. Mais c'est vrai que je me suis vachement posé de questions sur ma blanchité, sur ma position, sur est-ce que c'était légitime, etc. Et ça, je pense que c'est lié au fait, à cause du contexte actuel d'afroféminisme, où voilà, l'idée de non-mixité, elle circule beaucoup. Les personnes qui vont, les cercles littéraires, il faut le dire, hein, c'est très axé classe, donc c'est des personnes qui sont soit universitaires, militantes, ou voilà, un pied dans le social, et puis qui ont quand même ce truc de j'aime lire, qui vont participer, donc en principe comme des personnes qui ont un minimum voilà, qui utilisent, enfin qui ont l'espace pour le faire et qui sont assez cérébrales comme ça. Et puis voilà, donc beaucoup surtout d'universitaires et tout, qui voilà, sont sensibles à ces questions et qui se disent ouais, je me posais la question de ma légitimité, qui se rendent compte d'une forme de malaise, de tout d'un coup être en minorité, de ne pas savoir où se mettre, etc. Donc c'est intéressant que ça crée cet effet-là, sans que ça finisse en clash. Ça pour le moment, et ça fait 4 ans, hein, ça n'a pas fini en clash, ça a plutôt été des discussions paisibles. D'accord. Et qui peuvent remuer, mais pas sur le moment, quoi. Enfin, où ça ne va pas ressortir sur le moment. Ok. Et est-ce qu'il y a une littérature afro-suisse? Oui, ouais. Alors si par littérature afro-suisse, on parle d'une littérature produite par des personnes, alors une littérature qui parle de l'expérience d'être noir en Suisse, et alors cette littérature, elle peut être produite soit par des personnes nées en Suisse ou qui ont un parcours migratoire, mais qui écrivent sur le contexte suisse. Chez les femmes, bon, il y a Max Lebé qui, alors lui, il fait un peu tout parce que Max Lebé, il écrit beaucoup aussi sur le contexte camerounais, mais il parle aussi, certains de ses livres, notamment 39 rue de Berne, ça parle quand même du contexte suisse. Mais après, c'est vrai que c'est quelqu'un avec un parcours migratoire. Donc, si maintenant on parle d'une génération vraiment qui a fait sa née ici, scolarisée, etc. et tout, il y a des écrits. Alors, il y a plusieurs formes d'écrits. Alors, des romans, il n'y en a pas énormément. On est beaucoup dans le récit biographique, donc le témoignage ou le récit biographique romancé, et vraiment où des femmes prennent la parole, mettent en récit leurs expériences d'être femmes afro en Suisse. Et donc oui, il y a eu des romancières, mais c'est vrai qu'on est
On n'est pas C'est on les n'est pas à débuts, quoi. l'équivalent de la Ouais, littérature afro-américaine, oui. voilà. Et puis Mm. surtout, la pertinence de la catégorie afro-suisse, tu vois, de loin, pas tout le monde s'appelle afro-suisse. Donc après, moi là, je viens de définir ce que j'entends par afro-suisse, mais c'est moi, c'est pas une norme non plus. Et qu'est-ce que Donc, tu entends par afro-suisse, du coup? Et qu'est-ce que tu entends par afro-suisse, du coup? bah, pour moi, afro-suisse, c'est le fait d'être vu comme noir, d'avoir une expérience racialisée, peu importe tes origines afro. D'ailleurs, des fois, ces origines afro, elles sont plutôt une ressource en plus qui t'aide à faire face à ça. Des fois, selon tes origines, selon ta proximité avec ces ressources-là, bah, en fait, elles ne sont pas nécessairement des éléments dans lesquels tu peux puiser. Et Mm. puis, mais c'est surtout le fait en fait d'être perçu comme africain. En Suisse, c'est beaucoup africain, même si tu es caribéen, en fait, le référent direct, c'est l'Afrique, en fait. Ouais, ben, Afrique, c'est noir, quoi, en gros. Ouais, Donc, Afrique, c'est noir. Ils pensent pas du tout qu'en fait tu peux être noir des Caraïbes, oui. d'Europe, voilà. C'est le premier référent, c'est Afrique. Beaucoup encore l'idée que bah voilà, dès le moment que tu parais africain, bah du coup tu viens d'ailleurs, tu vois. Donc il y a la question de toujours tu viens d'où, tu parles bien le français. Alors Ouais. pas toujours au quotidien, mais disons que tu l'entends encore. Mm. Et puis, mais c'est vraiment cette expérience d'être dans le contexte suisse avec le discours et la manière dont le pays se raconte aussi et la manière dont il interagit sur ces questions et le fait d'être encore perçu comme noir dans cet espace. Mm. Et je pense que le fait d'être perçu comme noir, c'est important, ou noir ou africain, parce que bah voilà, si tu passes pour blanc ou si tu passes pour racisé, mais voilà, ton expérience du racisme anti-noir va soit être inexistante, soit être différente. Mm. Et c'est là que justement, que tu sois métis ou noir, alors il peut y avoir des différences, que tu sois homme, femme, non-binaire, il y a des différences. Mm. Mais pour moi, c'est quand même une expérience qui part de là, alors qui peut produire ensuite des expressions culturelles qui viennent de cette expérience-là, mais c'est quand même quelque chose qui vient de l'ordre de, ouais, le racisme joue un rôle dans la définition de cette expérience. Mm. Heureusement, enfin malheureusement, et puis après heureusement ce qu'on en fait. Oui. C'est vrai que voilà. Ouais. Et ben justement, ce qu'on en fait, parce que les mots afropéa, afropéen, quand je sais pas déjà, toi tu les connaissais déjà, tu les as découverts comment, ces Léonard mots-là? Amiano. Léonard Amiano. D'accord. C'était vraiment, ouais, Léonore Amiano, je crois que c'était Blues pour Élise. Je les ai enchaînés, Blues pour Élise, ensuite Habiter la frontière. Mm. C'était vraiment à travers elle, en fait. Que Mm. Afropean Soul, il y avait ça, mais ça m'a moins. Moi, c'est vraiment Blues pour Élise. J'étais là, c'est moi. Mm. Donc ouais, c'était vraiment Léonore Amiano. Mm. Et donc Puis, ça t'a fait un effet de reconnaissance, tu t'es reconnue, parce que moi très vite aussi, je me suis reconnue aussi, et je me suis dit aussi qu'avec ce mot-là, on en fait quelque chose de cette condition noire en Europe, tu vois, quand on crée ce mot-là, qui a été créé, je crois, dans les années 90 par ouais, Mama et les Nubians, ouais. mais on parlait de ce qu'on fait de nos situations, et ce mot-là peut, on dit quelque chose de nous ici, quoi, et on essaye d'en faire quelque chose, de nommer cette chose-là, Ouais. parce qu'elle est tellement Bah, pas... je pense que la question des mots, et puis là, bah, ça fait un peu le lien avec ma recherche, c'est qu'en fait, il n'y aura jamais d'accord sur quel mot, quelle définition, quelle identité collective on va utiliser, etc. Enfin, il y a un moment où peut-être tout le monde sera unanime sur, et puis il y a un mot qui va prendre le dessus, etc. Chaque afropéa, c'est très contesté. Bon, Mm. afropéen, afro, voilà, et tout, ça reste contesté, même si ça circule pas mal ces temps. Mais avant le mot, il y a l'expérience. Et Oui. en fait, je pense que c'est de mettre en mots les expériences qui créent, qu'on utilise le mot ou pas, des expériences afropéennes. Mm. C'est d'abord de se dire qu'en fait, on est légitime, qu'il y a déjà une condition particulière d'être noir dans les différents pays européens. Souvent, ça s'accompagne aussi par se rendre compte qu'il y a une histoire qui nous précède. On en a rarement conscience en grandissant. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Et puis ensuite, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on fait,
bah, c'est déjà inscrit dans une hybridité, etc. Sauf que ça n'a pas été légitimé soit par nous-mêmes, soit par l'extérieur. Et puis, il peut y avoir des effets de mimétisme, etc. Et puis, on se laisse prendre par voilà, le cul entre... Je déteste cette expression, avoir le cul entre deux chaises. Genre, ça veut rien dire. Mm. Mais on nous met, moi, c'est cet inconfort, en fait, qui a aussi mené mon break, à mes problèmes de santé mentale, c'est qu'en fait, pour une personne, en plus, moi, je suis métisse, donc il y avait vraiment ce truc, en fait, l'instabilité que ça crée, ce truc de ouais, le cul entre deux chaises, ni d'ici, ni de là-bas, nanani, etc. Je sais, mais c'est horrible, en fait, pour une personne. Tu te sens juste complètement écartelé, éparpillé, etc. Alors que, en fait, c'est de dire non, il y a quelque chose de cohérent dans qui on est ici. Et puis après, comment est-ce qu'on le nomme? Alors, c'est vrai que moi, comme toi, le fait qu'il y ait ce mot qui émerge, Mm. ça... Mais c'était pas nécessairement le mot, pour moi, c'était le récit. Mm. C'était le fait qu'il y ait ces expériences qui soient mises en récit et qu'il y ait un mot qui vienne accompagner ça, qui pour moi a été extrêmement libérateur. Parce qu'après, je ne mobilise pas nécessairement ce mot-là, je vais plutôt dire noir d'Europe ou afro-européen, je peux l'utiliser, Ouais. ou noir de Suisse, voilà, afro-descendant de Suisse. Peu Mm. importe, mais en tout cas, ce que ça fait, c'est que ça valide cette expérience-là. Mm. Et puis c'était un point d'entrée parce qu'après, ben voilà, à travers mes recherches, à travers d'autres lectures, j'ai vu qu'il y avait une histoire des personnes noires en Europe, que voilà, il y avait toute une généalogie, mais c'est quelque chose que j'ai découvert après l'âge de 21 ans. Bah justement, on peut en venir parce que tu disais qu'on n'a pas conscience de cette histoire qui nous précède. Et toi, tu as fait des études d'histoire parce qu'en fait, l'histoire, c'est quand même quelque chose qui est, pour les minorités, qui est important, c'est un champ de savoir important pour les minorités pour se réapproprier justement ce passé pour aller vers l'avant. Et comment toi, tu es venu à faire des études d'histoire déjà? Bah, tu sais, c'est intéressant parce qu'en fait, avant tout, l'histoire, c'est une passion. C'est Mm. que même quand j'étais petite, je me rappelle, ma mère, elle m'avait acheté ces livres, genre, il y avait les dieux grecs, les dieux égyptiens, etc. et tout. Donc, j'ai toujours, en fait, bien aimé l'histoire. J'ai fait du latin à l'école obligatoire. Il y avait des cours d'histoire de l'Antiquité, etc. Donc, pour moi, c'est déjà le truc de comprendre le passé, c'était quelque chose qui me bottait. Je n'avais pas nécessairement besoin qu'il soit noir. Ensuite, c'était alors l'équivalent du lycée pour vous, je crois, Mm. donc entre l'âge de 15 et 18 ans avant Oui. l'Uni. Je m'intéressais, j'étais vachement hip-hop, black culture, etc. Donc j'avais fait un travail d'histoire. Donc j'étais en biologie-chimie, donc j'étais en scientifique. Je sais pas, enfin, je sais pourquoi j'ai fait ça, mais après je me dis, t'as essayé, hein, mais plus jamais. Et je prenais des cours, on avait des cours d'histoire, et puis dans ce cadre-là, en fait, mon travail qu'on appelle travail de Mathieu, je l'avais fait sur Martin Luther King, Malcolm X, donc histoire noire, mais tu vois, c'est des masculins, leaders afro-américains, voilà. Donc, aucune idée de l'histoire noire européenne. C'était, voilà, tu connaissais un peu les artistes. Après, moi, j'ai toujours été très milieu anglophone. Je suis ghanéenne, je parle anglais. Donc, j'étais beaucoup plus baignée au hip-hop R&B états-unien que français. D'ailleurs, le rap français, j'aime pas. Tu vois, pour dire. Ah bon? J'aime pas. Les français? Ah non. Non, mais il y a sûrement des exceptions. Mais de manière générale, ce que j'ai entendu, c'est... Bon. Euh, et puis, euh, et puis aussi, ce qui change, je pense, quand je compare un peu ma biographie avec, par exemple, mes potes, c'est que, étant donné que j'étais anglophone, j'avais deux cousins qui étaient en Angleterre, mais du coup aussi, tu sais, ces expériences diasporiques européennes, de genre, pour moi, il y a beaucoup d'amis congolais que, genre, Bruxelles, Paris, c'était genre leur deuxième maison parce qu'il y avait la famille, parce que voilà, ils restaient, tu vois. Moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais pas ça. La famille, elle était aux États-Unis beaucoup, etc. et tout. Donc voilà, plutôt dans le milieu anglophone. Euh, et puis donc, j'arrive à l'université et là, je fais relations internationales. Donc, j'étais plutôt pluridisciplinaire parce que voilà, je m'intéressais à tous ces éléments, à la Sciences Po, au droit, etc. Mais
toujours en me spécialisant en histoire, mais en histoire internationale. Et franchement, pendant que moi j'y étais, il y avait peut-être un cours et c'était de géopolitique africaine. Enfin, c'était vraiment donc très peu sur l'Afrique. C'est d'ailleurs une critique que j'avais et tout. Je pars, donc je fais mon burn-out à l'Uni, enfin en dernière année d'université. Et puis c'est pour ça en fait que j'arrive à ce moment-là et je suis là genre enfin voilà, j'avais besoin je sais pas, je peux pas expliquer sur le moment parce que je sais même pas si c'était conscient, mais j'avais besoin de récits de reconstruction en fait. Et du coup, tout ce qui est New Soul, ça m'a énormément aidé. Et puis du coup, la littérature noire et surtout les écrits. Alors il y avait Chinua Achebe qui était top aussi parce que ça permettait d'avoir une approche de l'histoire qui bon, c'est un romancier, hein, mais je trouvais que Things Fall Apart, ça permettait vraiment d'avoir une approche nuancée de l'histoire, parce que j'aime pas non plus les récits de glorification des reines, des rois, des machins, etc. Et puis voilà, je trouve que c'est tout aussi déshumanisant, mais c'était quelque chose de réfléchi, de pensé, etc., qui vraiment ouvrait mes perspectives, et Leonora Miano. Et à partir de là, voilà, littérature et tout. Donc en fait, tout ce qui est histoire, mais aussi perspective, critique postcoloniale, critique de la race, etc. C'est tout des choses en fait qu'ensuite je me suis documentée un peu en parallèle. À travers, donc après, donc j'ai fait communication, je lisais beaucoup, donc c'est beaucoup littérature, littérature, littérature. J'ai fait des voyages, donc il y avait je me rappelle, il y a le Paris Noir, j'ai fait le Paris Noir, j'ai fait l'équivalent en Grande-Bretagne, etc. Donc aussi les voyages, faire ces tours noirs, etc., découvrir l'Europe noire comme ça. Ensuite, je commence du coup mon master en histoire. Donc, c'est après la communication et tout, je me suis dit, OK, si je reprends mes études, en fait, il n'y a que l'histoire qui me parle en termes de méthodologie. Je n'ai pas fait non plus études africaines, c'était voilà l'histoire. Et puis, en faisant l'histoire, où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais la professeure Aline Elg et Alexander Kessé qui étaient là à ce moment-là. Et du coup, j'ai pratiquement eu un master d'histoire noire parce que j'ai eu, enfin mes majeurs, c'était en histoire de la diaspora africaine et en histoire de l'Afrique. Même les autres cours, bah, j'essayais toujours de les mettre soit côté genre, féminisme ou alors diaspora noire. Et puis à ce moment-là, bah, il y avait encore le réseau Post-it. Donc du coup, avec les cours aussi de Noémie Michel que j'ai pris en candidate libre parce que je pouvais faire un module en études genre. Donc elle était ma prof. Et c'est quoi ce réseau, justement? C'est quoi c'est un réseau? C'était penser la différence postcoloniale. Et puis, c'est un réseau à l'intérieur de l'université Ok. qui avait été cofondé par donc, Noémie Michel et puis, je crois, c'est Manuela Honegger. Ouais, Manuela Honegger. Et puis, du coup, c'était un collectif de personnes autant racisées que non racisées. Il y avait aussi Mélanie Pétrémont, il y avait Micha Shapiro qui était à l'intérieur, Jacob Lacha. Et puis, c'était des personnes en fait qui s'intéressaient à ces questions-là, qui n'étaient justement pas institutionnalisées au sein du cursus. Et du coup, c'était à travers des séminaires, des projections vidéo que que ces écrits, ces pensées étaient diffusés, discutés, challengés, et qu'aussi des personnes pouvaient présenter leurs recherches dans ces perspectives-là. Okay. Et donc ça, c'était un réseau qui était affilié à l'université, mais qui était du coup parallèle, c'était pas intégré au cursus. Et puis, donc voilà, moi j'ai fait une partie de mon master avec ces apports-là. Et puis, cette Black Europe Summer School. Puis donc ça, c'était vraiment les approches, disons, plutôt sciences sociales. Et après, se poser la question, voilà, en tant qu'historienne, comment est-ce que j'intègre ça? Et vraiment de manière, parce que bon, il y a quand même une synchronicité divine hein, qui existe dans tout ça, je commence à tomber sur des archives qui montrent qu'il y a des femmes racisées qui se mobilisent dans les années 90 sur ces questions-là. J'étais là, quoi? Puis tu sais, j'étais vraiment devant ces archives, j'étais là, pourquoi on m'a jamais dit, etc. Ma vie aurait été différente. À être en extase et en même temps en énervement, etc. Parce que on dit, ouais, on nous cache, mais c'est pas caché, c'est dans des cartons d'archives. Il faut que quelqu'un ait les possibilités, le poste pour y aller, mais c'est pas, on n'est pas en train de les, tu vois, c'est pas de la rétention d'informations, c'est une information qui est là, mais il faut y avoir accès. Et donc, du coup, j'ai pu travailler déjà en tant que masterante, enfin étudiante en master sur ces archives-là. Puis c'est parce que j'ai trouvé ces archives qu'ensuite j'ai pu penser à un projet de thèse. Il y avait des postes qui s'ouvraient, j'ai postulé, je l'ai obtenu.
Et donc, j'ai pu en fait rentrer là-dedans, mais c'était aussi parce que je suis tombée. Donc, en fait, c'est un mix entre intérêt personnel et en fait vraiment être une conjoncture où tu es au bon endroit, au bon moment, avec des bons alliés et des opportunités qui s'ouvrent à ce moment-là. Ça se jouait à, je pense que j'aurais postulé une année avant, après, ou que j'aurais commencé mon master, ça aurait été une autre histoire. Et tu peux me parler de ton Donc, sujet voilà. de recherche, justement? Tu peux me parler de ton Ouais, sujet de recherche? Ouais. ouais. Donc, ma recherche, elle porte. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de regarder. Donc, les premières archives sur lesquelles je suis tombée, ça montrait justement que des femmes noires, mais aussi racisées d'Europe, s'étaient réunies lors d'une conférence pan-européenne sur le racisme et intégraient justement les dimensions qu'aujourd'hui on dit intersectionnelles. À l'époque, elles disaient, ben voilà, déclaration des femmes racisées d'Europe en termes de race, genre et classe. J'étais à quoi? En 1990, tu vois. J'étais à Ah ouais. badasserie. Ouais, j'étais à, oh là 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 là, c'est C'était quoi où? ça? Et Ça, c'était c'est où? donc, la conférence était une conférence du Conseil œcuménique des Églises et ça a eu lieu à Chantilly avec des représentants vraiment de toute l'Europe de l'Ouest. Et puis, donc, du coup, à partir de là, je commence à checker les archives. Donc, moi, mon travail de master, j'avais travaillé sur ce programme-là, qui était un programme international qui regardait, alors c'était un programme qui s'occupait des femmes victimes de racisme, qui était intégré à un programme, le programme de lutte contre le racisme, etc. Donc, j'étais vraiment en histoire parce que j'ai fait relations internationales. Je suis une historienne qui s'intéresse à l'histoire transnationale et internationale. Donc, du coup, c'est comme ça que je rentre dedans. Et puis, en fait, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à en fait, la manière dont des femmes noires s'organisent en Europe, toujours avec un peu une dimension internationaliste. C'est-à-dire que bah, déjà, ça pouvait être rien que le fait de se mettre en réseau de manière panafricaine. Donc, des Caribéennes qui commencent à networker avec des Africaines, des Kenyanes avec des Nigérianes, avec des Ghanéennes, etc., qui a priori, tu te dis, bon, bah, elles seront tu vois, elles sont dans un contexte commun quand elles sont en Europe. Comment elles s'organisent en réseau. Et donc, ça s'inscrit dans une recherche émergente. Il y a déjà des ouvrages qui ont été écrits sur ces différents contextes, mais c'est souvent assez national. C'est-à-dire que c'est les femmes noires en Grande-Bretagne, les femmes noires en Allemagne, les femmes noires en France. Et ce que moi ressortait de mes archives et puis aussi des archives que je lisais qui avaient déjà été mobilisées, c'est qu'en fait, elles étaient toujours dans une perspective, elles avaient, même si elles étaient focalisées sur leur contexte, elles avaient toujours un ancrage transnational qui sortait des nations. Alors, soit parce qu'elles s'inspiraient d'idées politiques des Caraïbes, d'Afrique, Amérique du Nord et Amérique latine, ou parce qu'elles-mêmes voyageaient. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de creuser. Donc, c'est pour ça que je travaille sur l'internationalisme des femmes noires mobilisées, donc femmes noires en Europe, mobilisées contre le racisme et le sexisme, pour voilà, entre 1970 et 1990, parce que je vois aussi qu'il y a eu pas mal de mobilisations justement en réponse à l'annonce de ce qui ensuite devient l'Union européenne. Et vraiment qu'elles étaient actives à la fois localement, au niveau transnational. Quand elles pouvaient, elles allaient à l'ONU. Quand l'ONU, ça ne marchait pas, elles redescendaient au niveau européen. Et voilà. Et Ouais, ça me rappelle les interactions qu'il y a déjà dans la diaspora noire aussi, en fait. Je pense il y a toujours ce réseau transnational qui fait que quand tu es dans un lien diasporique, je pense que les frontières nationales, tu les exploses à un moment donné, je pense. Et ça me fait penser à un groupe de féministes noires aux Pays-Bas dans les années 80. Peut-être ça peut t'intéresser. Et donc, elles luttaient aussi contre le sexisme, le racisme. Il y avait aussi une perspective intersectionnelle aussi. Et j'avais. Bon, mais aussi, je pense que tu connais la coordination des femmes noires en France. Oui, ouais, bien sûr. Bah, ça, alors, c'est à peu près typiquement, la c'est même des. époque en plus, les années 80. Ouais. Ouais. Bah, je regarde, donc les pays que je regarde, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Mm, Et donc la coordination fait partie mm,
de ma recherche. Mhm. Aux Pays-Bas, il y a Sister Outsider qui est fin des années 80 avec Gloria Becker, etc. Et Oui, puis les voilà. réseaux Ouais. afro-allemands. Voilà. Donc, je regarde aussi ces réseaux-là. Donc, voilà, c'est vraiment en fait un peu faire un mapping des initiatives, on en est encore à là, tu vois, il y a un peu faire le mapping. Alors, il y a des initiatives qui sont connues, et puis après, c'est d'aller creuser, et puis surtout de mettre en exergue cette dimension transnationale, internationaliste. Et qu'est-ce que ça a fait en termes d'identité? Et c'est là que justement la question afropéenne revient, c'est que comment est-ce que ces personnes, sous quelle forme ou sous quel nom et identité est-ce qu'elles se mobilisaient? Et souvent, on voit que c'est changeant, le contexte dit beaucoup. Aujourd'hui, on va dire, voilà, le MODEFEN, la coordination, c'était des femmes noires, etc. Quand on regarde les interactions du MODEFEN et de Lydie Doubounia, elles se mobilisaient aussi sous la catégorie femmes immigrées. Oui. Donc, qu'est-ce que cette catégorie représentait à cette époque? Pourquoi est-ce qu'elle était mobilisée, utilisée? Qu'est-ce que ça faisait d'être tout d'un coup en contact avec des Britanniques qui se disaient black, mais black, ça incluait aussi les personnes du subcontinent indien. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de voir que tout ça, c'était en constante négociation, des fois en débat, en clash, etc. Et voilà, dans une Europe qui Alors, dans les années 70, on est quand même dans des contextes nationaux, même s'il y a déjà le traité de Rome qui est là, on reste quand même dans des contextes nationaux. Et puis avec ce truc qui émerge, qui est annoncé fin des années 80-90, où de plus en plus ça devient une réalité politique qui entraîne des questions de citoyenneté, d'asile, etc. Et tout. Donc voilà. Ouais, et tu parlais de débat sur les termes et tout. Justement, j'aime bien que tu reviennes sur le Black European Summer School où tu disais qu'il y a eu des débats avec les personnes afro-américaines qui étaient présentes. Chaque année! Ah, Chaque année! Non, mais après, ça, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, c'est une summer school qui a lieu aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et ce qui est intéressant d'un point de vue Europe continentale, c'est que Amsterdam, c'était le seul pays en Europe qui, à partir de 84 jusqu'au début des années 90, a eu un centre d'études critiques de la race, dont Philomena Essed, Kwame Nemako faisait partie. Donc, c'est aussi des personnes qui se retrouvent dans la Black Europe Summer School. Donc, et puis, avec Chris Mollard, etc. Donc, c'était vraiment en contexte continental. Amsterdam était un endroit où tu pouvais parler de manière critique de ces questions-là. Arrivent les années 90, les questions multiculturelles, l'islamophobie, etc. et tout. On commence à parler plus que d'ethnie, de migration, etc. Les questions plutôt axées race partent un peu à la trappe. Beaucoup de ces personnes, soit sont restées et puis ont fait leurs recherches à leur manière, ou ont dû partir aux États-Unis ou ailleurs pour continuer ce type de recherche. Et puis, en fait, la Black Europe Summer School, si je ne me trompe pas, elle a commencé au début des années 2000, parce que moi, j'étais en 2000... non, je pense que c'était 2009. Et puis moi, j'étais en 2000... je me rappelle, 2016. ok. Ouais, c'était en 2016 et il me semble que ça a commencé vers 2009 comme ça. Et donc, c'est un programme, ça c'est des questions aussi en termes de financement et c'est mon interprétation. Je ne suis pas en train de dire que c'est un discours officiel que je suis en train de tenir, mais c'est que ce programme, il est inclus dans la possibilité pour des étudiants états-uniens d'obtenir des crédits en fait. Pour leurs cours. Ce qui fait que, et puis, une bonne partie du programme est aussi financée par des programmes de Black Studies états-uniens. Donc, en fait, j'imagine, de ce que je comprends, c'est que voilà, dès le moment que c'est financé, des étudiants peuvent venir participer et tout. Ce qui fait qu'ils sont souvent, en tout cas, la moitié des participants de cette Black Europe Summer School. Puis en fait, ce que ça crée, c'est que pour les étudiants afro-américains qui arrivent, eux, ils sont encore en mode, on essaie de faire sens, et puis tu essaies de faire sens en comparaison avec ta réalité. Donc en fait, il y avait beaucoup d'apposition de la réalité afro-américaine sur les réalités européennes, de jugement, de machin, de toujours ramener les choses aux États-Unis. Et puis dès le moment qu'ils sont numériquement majoritaires, ça crée des biais énormes. Et en fait, pour des personnes noires d'Europe, il y avait vachement de gens, tu joues des coups, tu gueules, tu machin, etc.
Mm. et où les réalités, les manières de penser sont différentes. Pour certains Afro-Américains, ils voyaient les Européens comme genre limite des oncles Tom, quoi. Vous Ah êtes ouais. aliénés, alors qu'on était, en fait, nos expériences sont pas les mêmes. Donc voilà, ça crée du clash. Et en même temps, bon, sur le moment, c'est pas toujours agréable pour les personnes. J'ai eu pas mal de feedback des Afro-Européens qui disent Mm. ouais, c'était chaud parce qu'ils vont là-bas avec la perspective qu'ils pourront avoir un espace pour eux. Et puis en fait, Oui. c'est très américano-centré. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est un enjeu que les organisateurs savent et c'est pas nécessairement le cursus en lui-même qui est américano-centré. Mm. Donc voilà, c'est un espace qui était enrichissant à la fois sur le plan théorique, les chercheurs qui présentent et tout, parce que du coup, c'est une summer school, donc tu as des chercheurs qui viennent, dont Philomena Essed, qui présentent sa recherche, etc. et tout. Euh, et de l'autre, tu as tous ces clashs qui sont aussi en fait des manières à la dure de devoir te positionner, dès le moment qu'on te rentre dedans, ça veut aussi dire que toi, tu dois dire quelle est ton expérience et en quoi elle diffère, etc. Donc, c'est une manière un peu abrupte d'être amené à penser à ce qui fait de toi une Suissesse. Et même entre Européens, tu vois, il y avait des Afro-Italiennes qui étaient là, on était là. Il y a des similitudes, mais en même temps, la question de la citoyenneté dans le contexte italien, c'est pas du tout la même chose que... Voilà. Donc, il y avait plein de différences aussi par rapport aux origines des parents, tu vois, le fait que tu sois anglophone, pas d'Afrique, du Caraïbe, etc. Mm. Donc, ça crée vraiment ça crée un terreau très diversifié et en même temps très C'est fertile. passionnant en même temps, c'est passionnant et en même temps ça montre aussi les dynamiques qu'il y a au sein de la diaspora noire aussi avec cette primauté de la perspective afro-états-unienne que nous-mêmes aussi on a vécu quand on était gosse, quand on était adolescente et qu'on a dû un peu, euh, ouais, pas déconstruire mais en tout cas essayer de la mettre qu'elle soit pas notre seule référence aussi, qu'on parte aussi de nous-mêmes aussi de là où on est et de là où on est, c'est-à-dire en Europe, mais aussi en lien avec nos origines. Pour moi, c'est la Martinique, toi, c'est le Ghana, voilà. Donc c'est très complexe, Ouais, mais c'est sûr que ouais. c'est important aussi à débattre. Ouais. Et ces clashs, ils émergent aussi de mes archives, tu vois, Mm, la question de la langue et tout. Donc, mm, c'était aussi intéressant pour moi d'être... En fait, ce qui est intéressant en tant qu'historienne qui travaille sur ces questions-là, c'est que même si c'est des époques différentes, des contextes différents, le fait de moi-même, des fois, me retrouver dans des situations similaires que je vis au niveau émotionnel, ça me permet aussi d'avoir un regard sur mes archives où quand elles disent « Ouais, là, ouais, puis les Anglaises dominaient, c'était pas les Afro-Américains, c'était les Anglaises dominaient le débat. » ah ouais. Ça, ah ouais, non, c'est Et en hyper fait, elle parlait des États-Unis, non, c'est ça? Des important. États-Unis. Elle parlait des Anglaises. Ah non, des Anglais, En des fait, Anglais. le truc, Oui, c'est oui. que dans ces réseaux européens, l'anglais était souvent la langue de Voilà. discussion. Beaucoup d'anglais étaient en effet, en termes numériques, il y avait pas mal d'anglais quand c'était ces conférences internationales. Et puis du coup, même si ce n'était pas nécessairement des anglaises qui prenaient la parole, pour les personnes qui ne parlaient pas anglais, c'est dominé par des anglo-saxons, alors que c'est peut-être des Allemandes qui arrivent à parler anglais, ou des Mm. néerlandaises qui arrivent à parler anglais. Ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais. Mm. Et parce que tu te définis comme afroféministe, je crois, et comment tu définirais ton afroféminisme? En fait, mon afro, alors c'est intéressant parce que c'est un terme, encore une fois, l'expérience a précédé de loin le terme. Et je ne sais pas si, enfin, oui, j'ai aucun problème à dire, oui, ma posture est afro-féministe. Et puis, oui, moi, j'ai pas de problème à me dire juste féministe, en fait. Mm. Mais moi, mon afroféminisme, déjà, c'est un terme qui a été très récent pour moi, hein. On parle de 2016, 2015, moi-ci, tu vois. Pour moi, c'est moi-ci qui fait que pour moi, le terme afroféminisme a commencé à circuler plus largement Mm. et à être repris, etc. Et puis, en fait, pour moi, c'était ma posture dès le moment que j'étais beaucoup dans le milieu hip-hop, j'étais avec des hommes noirs, etc. En fait, pour moi, c'était avant tout la lutte antiraciste. C'est la première lutte que j'ai conscientisée. Pour moi, le racisme est une forme de domination qui m'a marquée depuis très, très petite. Je ne peux pas te dire un moment de ma vie où ça n'a pas été là. Hein. Et puis, métisse, grandie dans une famille blanche. Donc voilà, ça vient aussi avec son lot d'expérience Mm. dans des milieux très blancs. Et puis,
Et puis voilà, donc après, tu rentres dans le milieu hip-hop, et puis c'est un milieu où tu dis, ah, respire, enfin, il y a des noirs, il y a la célébration. Et puis, milieu hip-hop, ça a toujours été très afro. Il y avait toujours, tu allais en soirée hip-hop, mais il y avait toujours le moment tropical où tu dansais, t'avais machin, etc. Et puis, beaucoup de mon entourage, et encore aujourd'hui, sont beaucoup de Congolais. Donc, vraiment, j'ai pu, même si je ne pouvais pas nécessairement m'accrocher à ma culture ghanéenne, même si elle m'a été quand même un minimum transmise par mon père. Mais voilà, c'est aussi beaucoup la culture congolaise et tout. Et puis, ça me donnait un ancrage. Mais voilà, dans ce milieu-là, donc du coup, le racisme a fait que voilà, c'était très compliqué de juste noir en fait. Je me posais même pas la question de voilà les trucs liés à être fille, c'était par rapport aux garçons. Mes cheveux, mais pour moi, mes histoires de cheveux, c'était plus au fait d'être noire, etc. Donc, en tant que fille, c'était la rébellion par rapport à plus mon père, certains trucs, etc. J'étais non. Et puis, les garçons, tu vois, les tromperies, les machins, etc. Mais j'étais plutôt dans une perspective qu'aujourd'hui, on qualifie de womaniste, c'est-à-dire que moi et l'homme noir, on est ton pied, mon pied, face contre le monde, etc. et tout. Et puis voilà, quoi, c'est Bonnie and Clyde, c'est machin. Et puis dans le hip-hop, il y avait vachement ce trope de genre la down-ass chick, etc. et tout. T'es là pour ton gars est là pour toi. Enfin, bref. Et puis, bien sûr, tout ça est très ridicule. Et puis, dans la réalité, ça marche pas. Donc je fais partie des gens qui ont été déçus. Mais tu t'es relevé. Qui ont été blessés. Hein? Non, mais on rigole, mais c'est vrai que les hommes blancs ne sont pas dans mon entourage. Je ne suis pas entourée d'hommes blancs, à moins que ce soit des patrons. Et puis d'ailleurs, mes patrons, mes supérieurs ont toujours été hyper cool en tant qu'hommes blancs, en fait. Donc c'est vrai que les déceptions, les problèmes et tout, ça vient plus des hommes noirs. Donc, c'est après coup que je me suis radicalisée sur ma posture, à savoir que pendant un moment, j'étais plutôt réticente. Oui, je savais qu'il y avait des problèmes, mais j'avais tendance à les excuser pour les hommes noirs. Et en fait, avec le temps, je me dis, mais en fait, gars, non, pas non plus, je t'aime, hein, je t'aime, tu restes mon frère, mais quand même, il faut faire le travail. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que... c'est à ce moment-là que voilà, je dirais que mon afroféminisme a pris une tournure plus intransigeante sur le respect des femmes, etc. Donc en fait, c'était quelque chose qui a toujours été là, mais que j'avais une tendance à excuser parce que je savais que voilà, les hommes noirs dans la société dans laquelle ils étaient, etc., c'était chaud. Ouais. Et puis au bout d'un moment, enfin non, pas au détriment de ma santé, de mon intégrité physique, psychique, émotionnelle, non quoi. Donc à ce moment-là, ça a pris, disons, un tournant plus radical et unapologetic par rapport à eux. Donc ça, c'est plutôt dans la perspective, disons, intime, relationnelle. Puis ensuite, pour moi, mon afroféminisme, alors moi, je suis des deux côtés de mes parents, je suis de deux familles qui sont de classe aisée. Alors, ma mère n'a pas fait d'études universitaires, mais on a un capital culturel qui est là. Mon père a fait des études universitaires, donc je manque en termes matériels, etc. J'ai dû me démerder. On était quand même un peu en mode genre, do you? Mais voilà, j'ai pas non plus dans ce truc, tu galères vraiment et tu sais que, tu vois, au cas où, je savais qu'il y avait toujours ma mère, etc. Donc, la question de la classe, bien sûr que je la saisis en termes de comment s'analyser et tout, mais je peux pas dire que je l'ai vécu comme une triple oppression, en fait. Pour moi, ça a vraiment été, pour moi, tant que la manière dont je vis mon afroféminisme, ma posture afroféministe, c'est vraiment d'être à cette jonction femme noire. Et puis l'aspect, disons, lié au travail, lié à la racialisation du corps, elle est apparue, elle a été conscientisée plus tard. Dès le moment, en fait, pour moi, le fait d'être baignée dans mon monde hip-hop avec mes partenaires noirs, toute l'adolescence, ça m'a quand même vachement préservée de tous les trucs exotisants, machin, ça, c'était avant. J'étais, OK, vous voulez pas de moi. Moi, eux, ils sont en mode genre, t'es bien. Tu vois, ils vont pas... Après, oui, il y avait des trucs, la métisse, les machins, etc. Mais disons que j'ai quand même échappé, je me rends compte, à ces trucs de l'exotisme, la panthère, la je sais pas quoi, etc. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai jamais entendus à titre personnel. Par contre, après, c'est clair que dès que tu rentres dans le milieu du travail, voilà, t'as ces trucs de... Alors, même si, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai eu très peu de cas de racisme structurel à titre personnel, voilà, c'est quand même latent, c'est quand même là.
Donc, pour moi, c'est vraiment cette jonction, toutes les formes de discrimination qui arrivent à cette jonction. Et puis là, j'ai parlé beaucoup par rapport à moi parce que tu me demandes justement par rapport à moi. Moi, je te dis, bah voilà, moi, c'est comme ça que je le vis au quotidien. Et puis après, comment est-ce que je mobilise ça comme une théorie politique selon les cas? Et là, c'est vraiment l'intersectionnalité, c'est-à-dire que on peut être deux femmes afrodescendantes, nos réalités vont être complètement différentes parce que suivant où tu es localisé, ta langue, ton appartenance, ta sexualité, ton genre, ton identité de genre, etc., tout va changer. Donc ça, bien sûr qu'après, je le mobilise, mais si je dois parler d'un point de vue expérience située, ben voilà, moi, c'est vraiment ça. Et tu m'as dit que tu as milité au sein du collectif Afro-Suisse, qui a une perspective afro-féministe, je crois. Tu peux m'en Ouais, parler un peu plus? intersectionnel, ouais. Ah ouais, intersectionnel, ok. Et pourquoi tu as rejoint le collectif, du coup, au départ? Je pense que... C'était donc en 2014, il y a eu une publicité raciste de Migros, c'est un centre commercial, une des grandes succursales commerciales qu'on a en Suisse. Et puis, on s'était mobilisé avec des potes, en fait. On avait rédigé une lettre en tant que citoyen. Et puis, c'est une lettre ensuite qu'on a fait. Bah, justement, je crois que je venais d'entendre parler du réseau Post-it. Donc, j'avais envoyé la lettre pour signature, parce qu'après, du coup, c'était une lettre ouverte, donc on récoltait des signatures. Donc, j'avais envoyé dans ce réseau-là. Et dans ce réseau-là, il y avait une membre du collectif Afro-Suisse, Mélanie Pétrémont. Et ensuite, elle en a parlé du coup aux autres membres qui restaient. À ce moment-là, le collectif Afro-Suisse avait été fondé en 2009 et puis avait été un collectif mix hommes-femmes, etc. Et en fait, à ce moment-là, donc en 2014, il restait 3 membres, elles étaient toutes 3 femmes. Et puis, bah, se poser la question, OK, comment est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on continue, etc. Et puis, au moment où il y a eu cette lettre, etc., quelques mois après, elles nous ont écrit à tous les initiataires de la lettre si on voulait faire une rencontre et puis éventuellement rejoindre le collectif Afro-Suisse. Donc, on avait été tous contactés. On a été deux des signataires à rejoindre le collectif Afro-Suisse à ce moment-là. Et d'autres membres du réseau Post-it, aussi afrodescendantes, ont rejoint. Et en fait, on s'est retrouvés à être 6 femmes. Mm-hmm. Sur les 6, 5 étaient métisses, une était noire des 2 parents. Et puis, c'est à ce moment-là aussi, puis bah, justement, il y avait des personnes qui avaient accès à tout ce qui était théorie du black feminism, etc., d'un point de vue théorique. Donc, en arrivant à ce moment-là, moi, j'avais accès à ça, mais vraiment d'un point de vue hip-hop, lecture comme ça, etc., mes livres, mais j'avais pas lu Crenshaw, j'avais pas... donc, c'est vraiment en intégrant à la fois, et puis le CAS et Post-it, en fait, c'était en même temps. Donc, du coup, il y avait cette perspective, du coup, théorique, black féministe, etc. et tout, qui est arrivée. Ce qui a fait que le collectif Afro-Suisse a aussi pris, justement, ce tournant intersectionnel, bien qu'on a toujours dit qu'on est avant tout un collectif qui militons contre le racisme anti-noir dans une perspective intersectionnelle. Mais on va pas, en tout cas à l'époque, on ne se mobilisait pas sur des thématiques qui, par exemple, comme moi-ci, initialement, elles se sont mobilisées sur les violences féminines au Congo. Ça, ce n'est pas des thématiques que le collectif Afro-Suisse allait se charger en tant que collectif. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'ensuite, j'ai rejoint le collectif en 2015 jusqu'à début 2020. Ouais. D'accord. Et il y a des collectifs afroféministes, je pense, en Suisse. Tu t'en connais? Ouais. Il y a, en Suisse allemande, il y a le collectif Black She, qui, alors, c'est un réseau, le nom, c'est le réseau des femmes et femmes inclusives noires en Suisse allemande. Est-ce qu'elles se disent féministes, pas afro-femmes, etc. Ça dépend vraiment de chaque personne à titre individuel. En tout cas, c'est un réseau de femmes noires. Il y a le collectif Amani qui est à Nyon, mais qui, alors le siège est à Nyon, mais disons que c'est un collectif aussi qui est très roman en termes de membership, etc. Donc elles sont afro-femmes. Et puis il y a clairement d'autres. Il y a une initiative justement qui a émergé, qui a eu lieu à Bienne, qui a donné lieu à ce livre. Alors ça fait... Donc, je serai I will be different every time. Donc, c'est écrit, c'est récit des femmes noires à Bienne.
Mhm. Donc là, c'est un projet de livre justement qui retrace différentes femmes de manière intergénérationnelle qui sont à Bienne. Donc toujours en Suisse romande, mais bon, Bienne, c'est bilingue, Mhm. mais plutôt suisse romande. Et puis, donc oui, il y a des initiatives. Et puis ça, c'est après, il y a aussi dans les groupes existants qui peuvent être des groupes mixtes, il peut y avoir des groupes qui se saisissent de la question afroféministe. Il peut y avoir des personnes qui sont dans des groupes mixtes qui se disent afro-femmes ou même dans des groupes, parce qu'on a eu la grève des femmes en 2019. Et donc, dans le cadre de la préparation de cette grève, il y a des collectifs grève des femmes qui se sont mis en place. Et à l'intérieur de ces collectifs, il y a des femmes afro qui se disent afro-femmes, etc. Et tout. Donc, au-delà des collectifs qui se disent ouvertement afro-femmes, il y a des personnes qui peuvent être rattachées ou pas à des collectifs qui se disent afro-femmes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une particularité en Suisse qu'il n'y a pas en France, mais qu'il y a aussi en Belgique. Par exemple, la Suisse et la Belgique, je crois que se ressemblent un peu par rapport au fait qu'il y ait plusieurs langues parlées en Suisse, je crois. Et tu peux me dire un peu la situation, parce que je crois que c'est un peu comme la Belgique, mais peut-être pas, je ne sais pas. Alors, c'est proche, on a le suisse-allemand. Donc, il y a la partie francophone, Mm. Genève, Lausanne, etc. Et ensuite, la partie majoritaire d'un point de vue géographique, mais aussi numérique, c'est la Suisse allemande, donc ils parlent le suisse allemand. Mm. C'est pas du néerlandais, c'est un dialecte germanique, mais c'est du suisse allemand, quoi. D'accord. Et il y a un canton, donc le pays est divisé en 26 cantons, et puis du coup, il y a un canton où c'est le Tessin, et là, on parle l'italien, Italien? le tessinois, ouais. Ouais, voilà, ok. Ouais. D'accord. Mais vu que c'est un canton, c'est une minorité linguistique dans le pays, donc souvent les deux langues majoritaires, c'est français et allemand. Français allemand, ok. Et comment tu situerais la Suisse par rapport à son histoire coloniale? Ouf! Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une question qui circulait déjà avant les années 2000, mais il y a eu un tournoi avec la conférence de Durban de 2001 où la question des réparations est ressortie, où il y avait des représentants suisses qui étaient présents et qui ont dit bon, la Suisse, elle n'a pas de passé esclavagiste, voilà, Mm. on n'est pas concerné. Et puis du coup, à leur retour, ça a été remis en question, etc. Ça a donné lieu à des recherches, à des revendications. Et du coup, disons que les premières publications universitaires sur le sujet ont émergé à partir des années 2000. Donc en fait, c'est un travail qui pendant longtemps a été de l'ordre du dépouillement, de recherche, qui souvent restait connu soit des personnes universitaires qui s'intéressaient à ces questions ou des personnes militantes qui amenaient ces revendications et qui remettaient en lumière en fait soit les présences noires, soit la contribution suisse aux entreprises esclavagistes et colonialistes. Et puis en fait, ce qui émerge à mon sens depuis quelques années et beaucoup depuis l'année passée avec les cas George Floyd, etc., c'est que ça s'est popularisé. Il y a eu en termes de revendications aussi dans l'espace public, demander à ce que les rues soient renommées, certaines statues soient enlevées, etc. et tout. Donc en fait, cette implication et ce questionnement s'est élargi, je dirais, depuis quelques années et surtout l'année passée. Donc c'est toujours difficile. Je suis pas, pour le moment, le contexte de la Suisse noire, c'est un contexte que je suis encore en train de dépouiller, donc je peux pas. Là, il y en a d'autres qui sont plus qualifiés que moi, notamment Jovita dos Santos Pinto, qui vraiment regardent. Donc, je peux totalement m'imaginer que c'est des questions qui ont déjà été évoquées auparavant, mais Mm. que voilà, par rapport aux publications et par rapport à l'étendue des connaissances, on peut vraiment dire que 2001 a été un tournant sur ces questions. Et l'année passée a vraiment fait que, comme partout un peu aussi en Europe, j'ai vu qu'en France, voilà, il y a eu George Floyd, ça a créé un soulèvement international, mais très rapidement, les contextes locaux, parce qu'il y avait déjà un tissu associatif militant sur place, on dit, OK, les États-Unis, mais ici, là, c'est Oui. comment? Donc, Et, chaque ouais. pays a recalibré le débat, et puis du coup, ça a remis à jour des questions, des revendications qui étaient là depuis des années.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une particularité de l'expérience noire en Suisse? Est-ce que tu... Bah, je pense que la particularité, elle est liée au fait d'être en Tu vas Suisse. allumer la lumière, j'arrive. Ouais, ça marche. Voilà. Ouais, je pense que la particularité d'être noir en Suisse, elle tient du fait, bah voilà, déjà, elle va varier qu'on soit en Suisse, au Tessin, donc Suisse italienne, Suisse allemande, Suisse romande, et puis d'être dans cet espace suisse où le discours, on va dire, dominant, général, nationaliste, on peut dire, c'est la neutralité, enfin, une forme de... On est neutre, donc on est bon, on est solidaire, on est humanitaire. Donc le racisme, c'est pas vraiment nous, c'est ailleurs, mais ça aussi c'est en train de changer. Mais c'est un peu l'imaginaire de voilà, la Suisse qui monte pas de blanche. Ça aussi c'est très racialiste, mais c'est un peu ça qui circule, qui voilà, du fait de ne pas avoir été impliqué. Donc en fait, on est dans un contexte qui est au niveau discursif assez similaire aussi celui des Pays-Bas. L'innocence blanche qui a été recherchée par Gloria Wekker en l'occurrence, où il y a tout un discours du on est en avance, on n'a pas vraiment, on est voilà. Et puis dans la Suisse, pour le cas de la Suisse, bah, il y a vraiment le fait qu'elle n'a pas eu au sens formel de colonies telles que ça n'a pas été un pays colonisateur comme les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, etc. Donc, en fait, c'est là où il y a une particularité qui se joue quand comment est-ce qu'on va comprendre et historiciser le racisme en Suisse. Ben, il faut avoir conscience de ce contexte particulier qui crée aussi des contextes racisants particuliers en Suisse. La manière dont les instruments qui existent pour lutter contre le racisme et pour se dire, ben voilà, ils vont faire que ça va être particulier. Il y a le fait aussi qu'il y a une prédominance de certaines régions en termes maintenant si on pense au noir de Suisse, il y a certains pays qui sont plus représentés que d'autres, certaines régions, l'Afrique reste quand même la raison pour laquelle il y a des noirs, le continent desquels les noirs en Suisse viennent en termes de parcours migratoire plus que les Caraïbes ou le reste de l'Europe ou les Amériques. Donc ça aussi, ça joue son rôle. Donc disons que la particularité, elle vient du fait que on est en Suisse, qui a un contexte et une histoire différente des autres pays européens. Et en même temps, il y a des similitudes européennes qui sont l'effacement de cette expérience, le fait d'être jamais vu comme d'ici, le fait que le racisme, c'est toujours une question afro-américaine. Voilà. Oui, oui, ça revient. L'étonnement encore que, ah oui, vous êtes arrivé hier, quoi. Mais c'est vrai que c'est une particularité parce que par rapport à, comme tu disais, la Suisse n'a pas de colonie. Et du coup, elle peut jouer sur ce fait-là, sur le fait que oui, moi, on n'a pas de colonie, donc il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'histoire coloniale en Suisse, mais il y en a une. Il y a, même s'ils ont, il y a Bien la sûr, Suisse n'a parce pas eu qu'ils de ont colonie. participé d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue des idées, ça a circulé. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, un pays qui a eu, comme la France, qui a élaboré des systèmes coloniaux basés sur des catégories raciales, d'oppression, l'esclavagisme et tout, et à quel point ça pénètre aussi les institutions hexagonales, etc. et tout, c'est clair que la Suisse, ça va pas être la même intensité, ça va pas être, on n'a pas des cas d'anciens colonialistes qui arrivent à être chef de la police. Voilà, il y a pas. Après, il y a des Suisses qui ont participé aux entreprises de développement, donc tu vois, genre les missionnaires, ensuite le développement, etc. Donc ça participe à ce récit solidaire, humanitaire, développementaliste. On va aider les petits noirs. Donc c'est beaucoup ce récit-là de faut sauver les noirs. De misérabilisme, en fait. Et alors, le danger, disons que le discours sur le danger, ça, je vais dire, c'est une hypothèse, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas trop faux de le dire. C'est que, en fait, le discours du danger, du coup, du danger noir, il est beaucoup lié à la question de l'Überfremdung, donc la barque est pleine, avec les mouvements migratoires, l'asile, fin des années 80, 90, de genre, la Suisse ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Genre, la société va changer avec l'arrivée des gens, etc. Et là, il y a beaucoup cette notion, et puis le deal, la criminalité, donc immigration égale crime égale nana. Ce danger noir, il se cristallise vraiment les années 80 et tout, ce qui fait qu'on n'a pas la question des corps noirs comme dangereux a un ancrage. Tu vois, je pense à la France, je me dis, bah voilà, la question du code noir, l'expérience coloniale voit déjà ces codes noirs, construit ces codes noirs, ces corps noirs comme dangereux, comme voilà. Donc il y a un moment aussi où à quel moment est-ce que le discours prend son ancrage et c'est où qu'il prend son ancrage. Et ensuite, on est beaucoup dans ces approches liées à la migration. Donc un peu ce truc genre, vous êtes arrivé hier, vous êtes un peu là, on est étonné, vous êtes tous des requérants d'asile, là, des Africains, la misère, etc. et tout. Donc voilà. Okay. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui, même si les pays colonialistes comme la France et l'Angleterre disent toujours, ouais, mais ils ont fait pire, il y a quand même une prise en compte dans le discours que oui, il y a eu ce passé-là. C'est sûr. Ouais. Et pour les dernières questions, je voulais qu'on parle d'utopie. Déjà, revenir sur la première édition de Afro-Émancipé que tu as encore organisée avec la revue Ataillé. Et j'aimerais bien savoir comment vous avez imaginé cet événement qui s'est pensé autour de l'émancipation, de l'afrofuturisme au féminin et l'utopie, justement. Ouais. Ça vous est venu. En fait, Anna, je l'ai rencontrée en 2017. C'est drôle, elle vient de repost une première rencontre Ataillé Afroliste en 2017. C'était à Littérature, qui était à Paris. Ah oui, qui a fermé malheureusement. Oui. Qui a fermé, mais c'était là qu'on s'était rencontrés. Et puis ensuite, on était surtout restés en contact avec Anna. Et puis, on s'était rendu compte qu'en fait, on avait une passion commune pour l'afrofuturisme, Octavia Butler, etc. Et donc, c'était vraiment l'idée de présenter, de discuter ces ouvrages afrofuturistes. Et puis, du coup, dans une perspective aussi afro-femme et une perspective musicale. Donc, on a fait une soirée justement qui était entrecoupée, donc c'était des lectures de textes afro-futuristes, entrecoupées de morceaux, donc de musique dont les artistes sont souvent aussi dans les mouvements afrofuturistes et dans une perspective féministe parce qu'on était les deux féministes. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé la chose en se disant, mais en fait, c'est comme si on avait théorisé aussi la chose au moment de l'élaboration de la soirée, de se dire, OK, comment est-ce que tu intègres la dimension féministe dans l'afrofuturisme, etc. Comment faire sens de ça aussi dans une perspective européenne. C'était lié, alors moi c'était mes intérêts littéraires, mais c'était aussi lié aux recherches et puis aux productions artistiques que Anna fait. Donc voilà, c'est comme ça que les mondes se sont recoupés. D'accord. Et il y aura une deuxième édition ou pas? Parce que comme c'était la première, non, vous ne savez pas. On sait pas. En tout cas, ce qui est hyper cool, c'est qu'après, donc ça a été fait au TU. Puis du coup, Anna, elle a fait des collaborations hyper cool avec Maïté Chénière, Mighty. Et aussi autour de voilà, tout ce qui est un peu futurisme, queer, etc. et tout. Donc on ne sait pas. L'avenir est fait de plein de choses. Pour le moment, ce n'est pas en discussion, mais on ne sait pas. D'accord. Et c'est une question que j'ai arrêté de poser parce qu'elle faisait débat, mais je te la repose et puis on en discute pour la dernière question. Est-ce que Afropéa peut être considéré comme une afrotopie? Le livre de Miano, donc? Ah oui, il y a le livre de... Oui, ouais. Je dis le livre de Miano parce que c'est à travers ce livre-là que j'ai entendu parler du mot. Moi, je pense que pour moi, on n'est plus dans l'utopie des moments qu'on a mis en pratique. On est dans la réalisation de nos réalités, etc. Donc, je pense que ça, et c'était une des critiques que j'émettrais par rapport au livre, c'est que je trouve qu'il y a eu pas mal d'invisibilisation, d'initiatives. En fait, c'est comme si les initiatives qui ne mobilisaient pas nécessairement le terme afropéen n'étaient pas afropéens, alors qu'en fait, la démarche d'intervenir, de faire sens du contexte dans lequel on vit, c'est une démarche qui est là depuis et que des personnes font, etc. et tout. Après, est-ce qu'elles le font consciemment? Ça, c'est encore une autre discussion. Mais pour moi, le fait de faire sens et de créer des productions intellectuelles, culturelles, politiques à partir de ces expériences-là, on est déjà dans la réalisation. Donc, pour moi, c'est plus une utopie.
Et s'il devait y avoir utopie, je pense que c'est une utopie qu'il faut réfléchir à plusieurs. Je pense que c'est une utopie qu'il faut discuter. Et puis en effet, c'est se dire, OK, vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller? Mais je pense que pour le moment, on est encore en train de faire sens de ce qui est maintenant. Oui. Et que des personnes ont peut-être la marge de manœuvre d'essayer de penser à qu'est-ce qui pourrait être après, mais que pour beaucoup, on a encore à ouvrir les voies, libérer, mettre en récit, mettre en image, euh, mettre en théorie, juste vivre, survivre. Et puis que tout ça fait déjà partie de l'expérience afro-européenne. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ça va être, dans quelle mesure est-ce qu'on va créer est-ce qu'on va créer au-delà de la résistance et de la survivance et de la résilience? Quel va être l'espace qu'on va donner à la joie, à l'émancipation au-delà de ça? Et ça dépend des sociétés. Parce que oui, on peut être radical et dire je veux être libre, je veux être libre, mais qui a vraiment la marge de manœuvre d'être complètement affranchi de tout ça? On est dans des sociétés que tu le veuilles ou pas, tu vas être attrapé par ça. Et même aussi acerbe que tu as envie d'être dans cette libération totale, tu le fais parce que tu sais que ça existe. Donc je pense que c'est à faire, mais c'est déjà en train d'être fait. Je pense qu'on se sous-estime si on pense que c'est que devant et que ça n'a pas été déjà derrière et que c'est pas maintenant. On le fait tous à notre niveau. Et je pense que c'est aussi se dire ça, en fait, qu'il n'y a pas besoin d'être universitaire, qu'il n'y a pas besoin d'être écrivain prestigieux ou musicien prestigieux pour penser ces choses et qu'en fait, rien que la survie au quotidien, tu es déjà en train de marquer tous les récits de résistance que tu transmets à tes gosses, les faits que toi-même tu changes d'une manière ou d'une autre, ou que tu perturbes les structures au boulot parce que tu es juste là, c'est déjà marquer une expérience afro-européenne, que tu l'appelles comme ça ou pas. Je pense, voilà, on est déjà dans le faire. Après, c'est la question, vers quoi est-ce qu'on a envie de tendre? Et puis surtout, est-ce que dans un projet inclusif, quel va être moi, et puis c'est quand même quelque chose qu'elle met en avant dans le livre, mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut tout repenser. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me penser comme une nation afropéa. Ça m'intéresse pas, ça. Et je pense que c'est de toute façon pas ce qui va se produire, mais c'est est-ce qu'on peut s'exprimer, comment trouver des espaces pour s'exprimer et être, et puis que les personnes en face qui sont en position de privilège, quel que soit leur privilège, vont avec ce mouvement-là. Et puis qu'on reconfigure de fond en comble nos sociétés. Donc vraiment repenser toutes les identités, y compris les identités privilégiées. Mais en tout cas, être dans le séparatisme, non. Après, être dans la radicalité, oui. Mais la radicalité de genre, je suis là pour vivre. Faut me foutre la paix. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. C'était vraiment un plaisir. Et tes questions, elles me permettent toujours de cogiter, de penser. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Cool.